Alors, merci. Merci beaucoup. Alors, comme nous l'avions dit, il va y avoir une discussion avec la salle et j'appelle les premières questions, mais je voudrais d'abord faire je voudrais faire un commentaire à propos de l'hélium. Bon, finalement, on peut trouver des substituts, par exemple. Attends, mais on peut pas arrêter. Voilà. On peut trouver des substituts, par exemple, substituer le cuivre par la fibre optique. La fibre optique, c'est du sable. Il y en a partout. Mais on ne peut pas trouver un substitut à l'hélium. Ça, c'est une des choses qu'il faut bien se rendre compte. Même ce que disait Carlo Rubbia, bon, il y a assez pour faire 10 lignes de 3000 km, etc. Mais on aura peut-être besoin de beaucoup plus que ça. Et par conséquent, je pense qu'il faut être très prudent sur l'hélium. Finalement, l'hélium est une ressource qui n'est pas renouvelable, qui résulte de milliards d'années de désintégration alpha. Et ça, quand on pose la question, est-ce que nous avons besoin d'une seconde planète? Eh bien, en tout cas pour l'hélium, à part d'aller dans la Lune pour aller chercher l'hélium, il y a des projets pour ça, on ne sait pas faire. Alors, ayant donc dit ceci, ayant remercié tout le monde, j'aimerais savoir s'il y a des questions de la salle, comme il avait été promis. Alors, une question. It's of course a wonderful idea to have all this energy circulating on the ground, to have such low loss lines, and if one can achieve this, it is indeed a fantastic way forward. Have your solar energy produced in one place and then bring it into big cities or wherever it is you're going to consume it. But it seems to me new technologies, when they come about, usually imply new risks, and therefore one ought to study, so to speak, virtual accidents before starting along this line. Now, for example, if we say we don't have enough helium to go around, so we're going to fill it with hydrogen. Now, supposing you have, we were saying about 10% of the 10% of the consumption, electric consumption of France, going around along one of these cables. That's quite a lot of energy stored. If the system quenches at one point on the line, if there is some kind of accident, then you presumably, well, of course, you have the advantage the system is buried. But so you're going to basically cooking earthworms all along the line. But there is going to be some kind of shock wave which will travel down the line. And I guess the most dangerous place to be will be at each end of this line. But I also guess that the line will be destroyed by the shock wave if it comes about. And so you have the question, I guess most of the cost in the line is actually the burying. Actually physically, you spend a lot of money burying this line. So maybe you'd be tempted to put two lines down. You're going to have a backup line next to it in case there's an accident with one of them. And then I guess also that you can model this shock wave. I mean, all of the accident can actually be modeled on the computer. So you can actually tell what's going to happen. Because you really want to know, before you start out on this track, you really want to know what kind of risk you are facing. And this is probably a new kind of risk. Nobody's ever done this before. So you need to do some theoretical work, I would have thought, on a hypothetical accident in such a line. Carlo, do you want to answer that? Carlo. Different questions. Wait. Mine is different issue. It's not the answer to your question. But it's not the answer to his question. I'm sorry, it's a different question. Oh, different question, yeah. So you can finish up what he has to say first, and then I would like to add a few comments, if you don't mind. Go ahead.
Okay, now the comments I want to make is as follows. First of all, it was mentioned importantly so that the present system, there is a tacit revolution in the transport of electricity and energy within Europe in particular and within the world in general. We heard a few hours ago that in Germany alone there will be something like 60 billion, 50 billion euro to be spent in order to upgrade and modify the system of power supply, electricity power supply. Now this is, of course, a huge amount of money which requires a lot of development, lots of ideas. The second element we have learned is that a superconducting wire, the example of Grasso is teaching, is carrying 1,000 times more current than a piece of copper. And a factor 1,000 in current density with 0 ohm law, it's another major revolution which is going to come out. Now, this requires a totally different point of view on the way in which electricity will be operated. And this is the third question, which also was mentioned, was the one that it requires intelligent systems. That the transport from A to B, for instance, from Africa to Europe one way is not the way we're going to operate. We're going to operate on a network. You mentioned also some of the things in which you say the day in which we're going to eat is different in various countries of Europe, but it requires a different demand of the peak power energy, peak energy, electricity. So all those considerations imply a major revolution, and the important question is as follows. What is the optimum voltage at which we have to operate a superconducting line? A superconducting line, a factor 1,000 in current tells me the same amount of voltage. I can do it with much less voltage. A square of the voltage is the number, so it should be a factor 30. So are we really sure that we need to go with power lines of 300 kilovolts, 500 kilovolts, 1 million volts for the overhead power lines? Maybe the solution is to use superconductivity to bring down the number to a much lower voltage. I said 10 kilovolts, 100 kilovolts, but not, why not 20 or 30 kilovolts? That would be much, the question is, in fact, in front of the question, to the experts, are we going to have some advantage in this complex system if we bring the voltage, operational voltage from 300 kilovolts down to, say, 100 or 50 kilovolts? Because if that is so, then that will operate a mass hybrid mode. You also mentioned another important question, you said, but there is also peak power from the fact if you, when you charge a car electrically, you need a peak power when you charge it. So the peak power is very different than the average power. So the ratio between peak to average is depending on the utilization. There again, to go to a more complex system, which you can take a much higher current burden with superconductivity is advantageous. So the revolution of superconductivity is very far-reaching, and it should be really taken into account carefully. The final comment I'd like to make has to do with the European position with respect to the rest of the world. We are fortunate to have in Europe Columbus, which is giving us a very nice superconductor. But are we sure that the general industries which are going to supposed to take over this revolution, this electricity revolution, are not going to be overdone by Americans, by the Chinese, by the Japanese? Because it's quite clear that at the present moment, once we have understood that magnesium diboride is a major discovery, everybody will jump on it. And it's not evident to me that there will be thousands of solutions. Somebody will come over. So what is the kind of next step that industry is prepared to do, European industry is prepared to do, in order to have enough of an appeal, enough of an advantage, not to lose the advantage of having a superconductor in the hands, and losing the advantage to have a power line which is economically feasible. In China alone, there are 26 power lines with more than 7 gigawatts under construction. It's a huge amount of stuff. They are competing with us. Are we sure that your industry, that you people, Alstom and all the others, RTL, etc., do realize that these kind of things has to be done with some kind of ability to be continue to maintain the leadership in the field, because leadership is easy to lose. Merci. Next questions. Dominique Leglu, je dirige Sciences et Avenir. Je vais prolonger
en quelque sorte la question précédente ou la remarque précédente. En posant cette question en particulier à M. Grabet, est-ce que vous pourriez très concrètement nous exposer quel pourrait être un prototype, combien il coûterait, quand vous pouvez imaginer qu'il serait construit et quel consortium le mettrait en œuvre? Voilà. De qui avez-vous besoin? Plusieurs représentants de différentes entreprises ont parlé. Est-ce que vous pouvez nous dessiner de façon concrète ce consortium et ce prototype? Et par ailleurs, dernière remarque, il faudrait convaincre qui en particulier, ou l'implémenter où? Justement, serait-ce en Chine, en Inde, en Afrique, avant peut-être même l'Europe? Merci. Bon, vas-y. Alors, déjà, en première étape, il y a un consortium aujourd'hui qui est constitué, puisque finalement, on a fait une proposition d'un projet dans le cadre d'un appel à projet de recherche par la Commission européenne. Donc, dans ce consortium, il y a Columbus qui fabrique les fils supraconducteurs, il y a un industriel comme Nexans, RTE en tant que participe finalement en tant qu'utilisateur final, pas quelqu'un qui développe le produit, mais on est intéressé à être finalement associé le plus en amont possible pour finalement deux raisons. D'abord, montrer aux industriels notre intérêt, puisque finalement, c'est quand même, et je pense que ça a été souligné, un des enjeux aujourd'hui, c'est de motiver des industriels à investir dans la recherche sur des prototypes visant à industrialiser. Et c'est quand même c'est ça qui est aujourd'hui en particulier un peu complexe, puisqu'il y a quand même à investir de l'argent avec très clairement des temps de retour sur investissement qui ne sont pas immédiats. Ce n'est pas une solution qui va produire du cash pour les entreprises en 2016. L'autre élément aussi pour lequel on est intéressé à travailler le plus en amont possible, et ça répond un peu, au moins en partie, à la question qui a été posée, c'est que du coup, ça oblige à repenser un peu différemment le fonctionnement et l'organisation du système électrique. C'est clair qu'on ne va pas construire deux lignes en parallèle pour faire en sorte que ça marche, y compris quand il y aurait une défaillance sur une des lignes. Donc il faut organiser le système de telle sorte que si, comme il est déjà organisé aujourd'hui pour le réseau à courant alternatif, pour que quand il y a une défaillance sur une des branches, ce soit l'ensemble du système qui puisse reprendre la charge et répartir la charge, parce que c'est uniquement à cette condition-là qu'on pourra avoir effectivement quelque chose d'économique. Donc, plus pratiquement, la façon dont moi je pourrais voir les différentes étapes, c'est d'abord d'arriver à faire ce qu'on a aujourd'hui imaginé, et qui est plutôt de faire un prototype de laboratoire qui permet de montrer sur une longueur raisonnable l'ensemble du système, pour pouvoir aussi, de fait, engager les sommes qui seront plus importantes pour les étapes suivantes. Et l'étape suivante, pour moi, ça passe par faire un prototype sur le réseau qui ne soit pas très long, qui puisse faire quelques kilomètres pour pouvoir intégrer un certain nombre de difficultés aussi, y compris sur l'impact que ça a sur le système électrique. Parce que un des gros problèmes qu'on va avoir à résoudre, c'est que quand sur un système électrique, j'ai une seule liaison qui peut faire 6 gigawatts de capacité, supposons, quand je la perds, ça n'a pas le même impact que quand je perds une ligne qui fait seulement 1 gigawatt. Donc il y a tous ces sujets-là qui doivent être étudiés et ça suppose effectivement aussi que les pouvoirs publics, et en particulier le niveau européen, qui a des ressources quand même, croient un petit peu sur l'investissement d'avenir. Aujourd'hui, pourquoi on patine sur un certain nombre de projets? C'est simplement que, comme au niveau de la Commission européenne, ils veulent investir uniquement sur des projets dont on va avoir les résultats dans 2 ans. Alors, donc, évidemment, si on n'investit pas sur des technologies d'avenir qui peuvent être une promesse finalement de garder le leadership dans 10 ans et qu'on veut que des résultats à 2 ans, on n'ira pas explorer des voies nouvelles et on ne risque pas du coup effectivement de rester dans la course comme ça a déjà été évoqué. Merci. Bon, Henri. Oui, une question et un commentaire. Tout d'abord, merci pour cette session qui est absolument passionnante.
j'ai noirci 3 feuilles de papier et je vais les relire ce soir avant de m'endormir. Merci monsieur pour votre question sur la notion d'investissement d'avenir. C'est quelque chose auquel on réfléchit dans les institutions européennes et particulièrement dans la mienne, puisque mon métier c'est de financer des grandes infrastructures de demain. Et derrière ça, il y a non seulement le choix, d'abord il y a des choix sectoriels, des priorités de politique publique, la transition énergétique par exemple, alors quelles sont les conséquences de la transition énergétique, etc. etc. Deuxièmement, il y a la définition d'outils financiers, notamment les outils de portage de risque, de partage de risque, de financement à très long terme, etc. etc. Enfin, vous avez entendu parler de la palette que nous mettons en vigueur avec les project bonds, les financements subordonnés, etc. Mais il y a surtout une question sur laquelle nous butons, et notamment dans le dialogue avec nos États membres, ce que vous venez de soulever sans doute, c'est la notion de valorisation d'un investissement d'avenir. Est-ce qu'un investissement d'avenir, c'est quelque chose qui est rentable à court terme? Pas nécessairement. Et alors, où est-ce qu'on place le curseur? Et quand on discute avec un politique qui doit se faire réélire dans 2 ans, si vous voulez, c'est là qu'on commence à avoir une difficulté, quoi. Voilà. Mais je crois que finalement, nos institutions, c'est pas pour plaider pour ma chapelle, je pense que les institutions européennes sont plus en avance que nos États membres sur ces questions-là. Et comme vous êtes un grand opérateur d'un grand État membre, c'est peut-être vous pouvez essayer de le prendre en tenaille par l'autre côté. Merci beaucoup.